Une fille timide enlève sa robe pour un examen médical. Le médecin millionnaire la regarde et reste figé. Il la connaît. Le ciel parisien était d'un gris uniforme ce mardi matin de novembre. Chloé Rousseau se tenait devant l'imposante façade Art déco de la clinique Laverne, au 47 avenue Foch, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de ses chevilles, poussées par le vent froid qui s'infiltrait sous son manteau beige élimé. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même, mais ses jambes refusaient d'avancer. Cela faisait 3 mois qu'elle ignorait les douleurs, 3 mois qu'elle se répétait que ce n'était rien, que ça passerait. Mais la veille, sa collègue Mathilde avait insisté avec une fermeté inhabituelle. « Chloé, tu es pâle comme un linge. Si tu ne prends pas rendez-vous aujourd'hui, j'appelle moi-même. » Et voilà comment elle s'était retrouvée ici, devant cette clinique aux portes vitrées qui reflétait son image anxieuse. Une femme élégante en tailleur noir la dépassa, parlant au téléphone avec assurance, et Chloé se sentit encore plus petite, encore plus déplacée. Elle franchit enfin les portes. Le hall d'entrée était exactement ce qu'elle avait redouté. Marbre blanc, lustres en cristal, et une réceptionniste impeccablement coiffée qui la jaugea du regard avant d'esquisser un sourire professionnel. « Bonjour, mademoiselle. Vous avez rendez-vous ?»« Oui, Chloé Rousseau. À 9h30, répondit-elle d'une voix qu'elle aurait voulu plus assurée. La réceptionniste tapota sur son ordinateur, ses ongles vernis produisant un cliquetis régulier. « Parfait. C'est votre première visite chez le docteur Laverne. » Chloé hocha la tête, incapable de produire plus de mots. « Très bien. Veuillez remplir ces formulaires et prendre place. L'assistante viendra vous chercher. » Les minutes s'étirèrent dans la salle d'attente luxueuse. Chloé était assise au bord d'un fauteuil en cuir, entourée de patients qui semblaient tous appartenir à un monde différent du sien. Une femme d'une 60aine d'années feuilletait Vogue, ses bagues scintillant sous la lumière tamisée. Un homme en costume sur mesure consultait des documents avec une mine concentrée. Mademoiselle Rousseau, une assistante en blouse blanche immaculée, se tenait à l'entrée du couloir, un dossier à la main. Chloé se leva maladroitement, manquant de renverser son sac. Le couloir menait à un cabinet aux murs couleur crème, décoré de diplômes encadrés et de photos de Paris en noir et blanc. L'assistante lui tendit une blouse. « Déshabillez-vous complètement et enfilez ceci. Le docteur sera là dans quelques instants. » Seule dans le cabinet, Chloé sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblaient en déboutonnant son chemisier. Pourquoi était-elle venue? Elle aurait pu consulter dans un centre médical ordinaire, quelque part où elle ne se sentirait pas si exposée. Mais le docteur, Laverne était spécialisé dans son type de symptômes, et l'urgence dans la voix de Mathilde avait suffi à la convaincre. Elle enfila la blouse, s'assit sur la table d'examen recouverte de papier blanc et attendit, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Mathieu Laverne révisa le dossier médical de sa prochaine patiente en marchant vers son cabinet. Rousseau, Chloé, 28 ans. Symptômes classiques qui nécessitaient un examen approfondi. Une matinée ordinaire, pensa-t-il. Il frappa doucement avant d'entrer, son stéthoscope autour du cou, l'esprit déjà concentré sur le protocole médical. « Bonjour, mademoiselle Rousseau, je suis le docteur Laverne. » La jeune femme assise sur la table d'examen leva les yeux vers lui et Mathieu nota immédiatement son extrême nervosité. Ses mains agrippèrent le bord de la blouse, ses épaules étaient tendues et son regard fuyait le sien. « Bonjour, docteur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Mathieu avait l'habitude des patients anxieux. 20 ans de pratique lui avaient appris à mettre les gens à l'aise avec un professionnalisme chaleureux mais rassurant. « Ne vous inquiétez pas, nous allons procéder étape par étape. Pouvez-vous me décrire vos symptômes ?» Chloé parla avec difficulté des douleurs, de la fatigue, des vertiges occasionnels. Mathieu prenait des notes, posait des questions précises, établissant mentalement un diagnostic préliminaire. « Bien. Je vais devoir procéder à un examen physique complet. C'est une procédure standard et je vous expliquerai chaque étape. D'accord ?» Elle hocha la tête, mais Mathieu voyait bien qu'elle était au bord de la panique. Il maintint un ton apaisant tout au long de l'examen initial. Tension artérielle, auscultation cardiaque, palpation abdominale. Maintenant, je dois examiner la zone où vous ressentez les douleurs les plus intenses. Allongez-vous, s'il vous plaît. Chloé s'exécuta, les yeux fermés, son visage cramoisé. Mathieu ajusta professionnellement la blouse. Maintenant, son regard clinique est détaché comme il l'avait fait des milliers de fois. Mais alors, il la vit. Sur le côté gauche de son abdomen, juste sous les côtes,
se trouvait une marque de naissance distinctive, un motif en forme d'étoile à 5 branches d'environ 3 cm de diamètre. Les mains de Mathieu se figèrent. Son cœur, habituellement si stable dans l'exercice de sa profession, manqua un battement. Cette marque, cette exacte marque. Les lettres d'Amélie surgiraient dans son esprit avec une clarté déchirante. Pendant sa chimiothérapie, épuisée mais déterminée à laisser quelque chose derrière elle, sa femme lui avait écrit des dizaines de lettres. Dans l'une d'elles, elle décrivait un rêve récurrent. Une fille aux cheveux châtains avec une étoile sur la peau. Celle qui t'aidera à revivre, Mathieu. Quand tu la verras, tu sauras. Il avait archivé ces lettres comme les délires fiévreux d'une femme mourante, touchants mais irréels. Et pourtant, docteur, quelque chose ne va pas? La voix de Chloé le ramena brutalement à la réalité. Elle s'était redressée légèrement, le regardant avec inquiétude. Mathieu cligna des yeux, forçant son masque professionnel à se remettre en place. Non, non, pardonnez-moi. J'ai juste... cette marque de naissance est inhabituelle. Vous l'avez depuis la naissance? Oui, ma mère disait que c'était mon étoile porte-bonheur, répondit-elle timidement. Mathieu sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 5 années de murs soigneusement construits, de solitude acceptée, de conviction qu'il ne ressentirait plus jamais rien. Il termina l'examen avec un professionnalisme automatique, mais son esprit était ailleurs, tournoyant autour de cette impossibilité devenue réalité. Je vais prescrire des analyses complémentaires. Revenez me voir dans 1 semaine avec les résultats. Alors que Chloé se rhabillait derrière le paravent, Mathieu resta debout près de la fenêtre, regardant les arbres dénudés de l'avenue Foch, sans les voir vraiment. Pour la première fois depuis la mort d'Amélie, il se sentait réveillé. Une pluie fine tombait sur Paris ce vendredi après-midi, transformant les pavés de Belleville en miroirs sombres. Chloé remontait la rue de Belleville, son parapluie tremblant sous les bourrasques de vent, l'enveloppe contenant ses résultats d'analyse serrée contre elle sous son manteau. Le laboratoire près de la place Pereire, dans le 17e arrondissement, lui avait semblé un monde encore plus intimidant que la clinique, mais c'était fait. Elle avait survécu aux prises de sang, aux questions, aux regards impersonnels des techniciens. Son studio se trouvait au 5e étage d'un immeuble ancien, sans ascenseur, dans une de ces petites rues pittoresques que les touristes photographiaient avec émerveillement. Pour Chloé, c'était simplement chez elle, 23 mètres carrés, où chaque centimètre comptait, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure où des chats errants se disputaient les poubelles. Elle ôta son manteau trempé et alluma la bouilloire. Ses mains tremblaient légèrement. Dans 1 semaine, elle retournerait voir le docteur Laverne. Cette pensée provoquait en elle un mélange troublant d'appréhension et autre chose qu'elle n'osait pas nommer. Elle repensait sans cesse à ce moment où il s'était figé pendant l'examen. Son regard, habituellement si professionnel, s'était voilé d'une émotion qu'elle n'avait pas su identifier. Surprise, trouble, elle avait probablement imaginé. Un homme comme lui, habitué à examiner des dizaines de patients chaque semaine, ne pouvait pas. « Arrête !» se morigéna-t-elle à voix haute, versant l'eau chaude sur son sachet de thé. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Les lumières des immeubles voisins s'allumaient une à une, ponctuant la grisaille de taches dorées. Belleville s'éveillait pour la soirée. Les commerces chinois de la rue de Belleville illuminaient leurs vitrines. Les odeurs de cuisine se mêlaient dans la cour. Quelqu'un jouait du saxophone quelque part dans l'immeuble. Chloé s'installa sur son lit étroit, qui servait aussi de canapé enveloppé dans une couverture, et essaya de lire. Mais les mots dansaient sur la page. Elle ne pensait qu'à ce prochain rendez-vous, à ce docteur aux yeux gris qui avait semblé voir en elle plus qu'une simple patiente. Mathieu se tenait dans son bureau privé de la clinique, bien après le départ du dernier membre du personnel. La nuit était tombée sur l'avenue Foch et les réverbères dessinaient des halos dorés dans la brume automnale. Devant lui, sur le bureau en acajou massif, une boîte en bois précieux était ouverte. Les lettres d'Amélie. Il ne les avait pas relues depuis l'enterrement, 5 ans auparavant. Trop douloureux, trop final. Il les avait rangées comme on range un passé qu'on ne peut ni oublier ni affronter. Mais depuis mardi, depuis ce moment où il avait vu cette marque de naissance, il n'avait plus le choix. Ses doigts tremblaient légèrement en saisissant l'enveloppe marquée du numéro 17. Il reconnaissait l'écriture devenue hésitante vers la fin, les lettres moins régulières. Le stylo parfois appuyé trop fort quand la douleur la submergeait. « Mon amour, cette nuit, j'ai encore fait ce rêve. La fille à l'étoile. Je sais que tu penses que c'est la morphine qui me fait délirer,
Et tu as probablement raison. Mais c'est si vivant, Mathieu. Je la vois si clairement. Elle a environ 25 ans, peut-être un peu moins. Des cheveux châtains qui ondulent naturellement. Des yeux noisettes qui semblent porter un monde de timidité et de douceur. Et cette marque, une étoile à 5 branches sur le côté gauche, sous les côtes. C'est toujours le même détail qui revient, nuit après nuit. Dans le rêve, elle est seule. Si seule comme tu le seras quand je ne serai plus là. Et je sais avec cette certitude inexplicable que donnent les rêves, qu'elle est celle qui t'aidera à revivre. Pas à m'oublier, jamais ça. Mais à te permettre de respirer à nouveau, d'aimer à nouveau. Promets-moi de ne pas t'enfermer dans ton travail, mon amour. Promets-moi de rester ouvert, même quand tout te semblera impossible. Si tu la rencontres un jour, cette fille à l'étoile, ne la laisse pas partir. La vie nous offre parfois des signes. Aie le courage de les voir. Je t'aime. Pour toujours, Amélie. Mathieu reposa la lettre, les yeux brûlants. Il se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'étalait devant lui. Les Champs-Élysées illuminés au loin. La tour Eiffel scintillant à l'heure. Tout ce luxe et cette beauté qu'il avait laissé si froid ces dernières années. Chloé Rousseau, 28 ans, bibliothécaire. Des cheveux châtains qui ondulaient naturellement. Des yeux noisettes. Une timidité qui la faisait trembler. Et cette marque, exactement comme décrite dans la lettre. Coïncidence. Son esprit rationnel, formé par des années de médecine et de sciences, refusait toute autre explication. Les marques de naissance en forme d'étoile n'étaient pas si rares. Le reste n'était que correspondance fortuite, que son cerveau reliait, parce qu'il voulait désespérément croire qu'Amélie lui avait laissé un message. Pourtant, il ne pouvait nier ce qu'il avait ressenti mardi matin. Pour la première fois depuis des années, quelque chose s'était réveillé en lui. Un intérêt, une curiosité, un désir de connaître cette jeune femme au-delà du cadre médical. Il retourna à son bureau et ouvrit le dossier de Chloé sur son ordinateur. Les analyses étaient arrivées dans l'après-midi. Rien de grave, comme il l'avait suspecté. Une carence sévère en vitamines, de l'anémie, les conséquences classiques d'une alimentation insuffisante et d'un stress chronique, facilement traitable. Elle reviendrait mardi prochain. 7 jours durant lesquels Mathieu se surprit à compter les heures, comme un adolescent attendant un rendez-vous, une sensation qu'il croyait avoir enterrée avec sa femme. Il rangea soigneusement la lettre d'Amélie, mais cette fois, il ne referma pas complètement la boîte. Quelque part dans son esprit rigoureux et organisé, une porte venait de s'entr'ouvrir. Le mardi arriva avec une pluie battante qui transformait Paris en un tableau impressionniste brouillé. Chloé descendit du métro à Porte-Dauphine, son parapluie luttant contre le vent qui soufflait en rafale sur l'avenue Foch. Elle avait changé 3 fois de tenue ce matin-là, finalement optant pour une robe simple bleu marine sous son manteau, avec des ballerines noires qu'elle regrettait déjà. Ses pieds étaient trempés. À 9 heures précises, elle poussa les portes vitrées de la clinique. La même réceptionniste lui adressa un sourire de reconnaissance cette fois. « Bonjour, mademoiselle Rousseau. Le docteur Laverne vous attend, vous connaissez le chemin. » Cette familiarité la surprit et la réconforta à la fois. Elle traversa le hall, ses chaussures laissant de petites traces humides sur le marbre, et se dirigea vers le cabinet. Mathieu l'attendait effectivement. Il avait passé la matinée dans un état d'anticipation qu'il refusait d'analyser trop profondément. Quand elle entra, les cheveux légèrement humides collés sur son front, les joues rosies par le froid, quelque chose se contracta dans sa poitrine. « Bonjour, mademoiselle Rousseau. Entrez, je vous en prie. »« Bonjour, docteur, » répondit-elle doucement, prenant place dans le fauteuil face au bureau. Mathieu ouvrit son dossier avec un professionnalisme qu'il espérait convaincant. « Vos analyses sont arrivées. Les nouvelles sont bonnes, rien de grave. Vous souffrez d'anémie sévère et de carences importantes en vitamine D et B12. C'est facilement traitable avec des suppléments et quelques ajustements alimentaires. » Le soulagement illumina le visage de Chloé comme un rayon de soleil perçant les nuages. « C'est tout? Je veux dire, rien de sérieux ?»« Rien de sérieux, » confirma Mathieu, et il se surprit à sourire véritablement pour la première fois depuis longtemps. « Mais ces carences expliquent votre fatigue chronique, les vertiges, les douleurs. Vous ne mangez pas assez, n'est-ce pas ?» Chloé baissa les yeux, embarrassée. « Mon salaire à la librairie, ce n'est pas beaucoup, et Paris est si cher. Alors parfois, je saute des repas. » La franchise de cet aveu toucha Mathieu plus qu'il ne voulait l'admettre. Combien de ces patients fortunés se plaignaient de maux imaginaires pendant que cette jeune femme se privait littéralement de nourriture. « Je vais vous prescrire des suppléments, » dit-il.
tapant sur son ordinateur. « Mais mademoiselle Rousseau, Chloé, si je puis me permettre, votre santé doit être une priorité. Il existe des programmes d'aide, des épiceries solidaires dans votre arrondissement. » Elle hocha la tête, mais il voyait bien que la fierté l'empêchait d'accepter l'idée de charité. Un silence s'installa, différent du silence clinique habituel. Mathieu se retrouva à chercher un prétexte pour prolonger cette consultation. « Vous travaillez dans une librairie, dites-vous. Laquelle ?» Les yeux de Chloé s'animèrent légèrement. « La Nouvelle Athènes, dans le Marais. C'est une petite librairie spécialisée en littérature classique et poésie. Pas très rentable, mais j'aime les livres. »« Moi aussi, » admit Mathieu, et il réalisa avec surprise que c'était vrai. Il n'avait pas ouvert un livre hors de la médecine depuis des années. Mais autrefois, avant Amélie, avant tout, il dévorait les romans. « Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?» Et ainsi commença une conversation qui n'avait rien de médical. Ils parlèrent de Baudelaire, de Rimbaud, des romans de Balzac qui dépeignaient un Paris disparu. Chloé s'ouvrait progressivement, sa timidité s'effaçant quand elle parlait de littérature, révélant une intelligence sensible et une passion qui la transformait. Mathieu se rendit compte qu'une demi-heure s'était écoulée quand son assistante frappa discrètement. Le patient suivant attendait. « Je suis désolé de vous avoir retenu », s'excusa Chloé en se levant précipitamment. « Ne le soyez pas », répondit Mathieu, et il s'entendit ajouter presque malgré lui « Vous devriez revenir dans 2 semaines pour vérifier que le traitement fonctionne. C'est important de suivre l'évolution. » C'était un mensonge médical. Les suppléments ne nécessitaient aucun suivi rapproché, mais Chloé accepta avec un sourire timide qui valait tous les diplômes accrochés au mur. Quand elle partit, Mathieu resta immobile quelques instants, conscient qu'il venait de franchir une ligne invisible. 2 jours plus tard, un jeudi après-midi inhabituellement ensoleillé pour novembre, Mathieu se retrouva dans le Marais. Il s'était convaincu qu'il venait chercher un livre rare sur les nouvelles techniques chirurgicales dans une librairie médicale de la rue des Rosiers. Mais ses pas le menèrent, comme par hasard, vers la rue de Turenne. La Nouvelle Athènes était coincée entre un café bio et une galerie d'art contemporain. Sa devanture ancienne, peinte en vert foncé avec des lettres dorées, semblait sortie d'un autre siècle. À travers la vitrine, Mathieu pouvait voir des piles de livres soigneusement organisés, un vieux fauteuil en velours bordeaux et une échelle de bibliothèque en bois. Il hésita sur le seuil. Que faisait-il ici? C'était inapproprié, déplacé. Il était son médecin. Il y avait des règles déontologiques, une distance professionnelle à maintenir. Mais avant qu'il ne puisse se raisonner davantage, la porte s'ouvrit et Chloé sortit, une pile de livres dans les bras, ne le voyant pas. « Laissez-moi vous aider », dit-il instinctivement, attrapant les livres du dessus avant qu'ils ne tombent. Chloé leva les yeux et la surprise sur son visage céda rapidement la place à quelque chose qui ressemblait à de la joie. « Docteur Laverne, qu'est-ce que... Vous êtes dans le quartier ?»« J'avais une course à faire, mentit-il maladroitement, tenant maladroitement les éditions reliées de Proust. « Je me suis souvenu que vous aviez mentionné votre librairie. » Le sourire de Chloé s'élargit, chassant toute trace de sa timidité habituelle. « Vous voulez entrer ? Je dois juste rentrer ces retours. » L'intérieur de la librairie sentait le papier ancien et le café. Un chat roux dormait sur le comptoir. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes, leva les yeux d'un manuscrit. « Chloé, tu as fini l'inventaire ?»« Presque, monsieur Bélanger. Je vous présente un ami, docteur Laverne. » Un ami. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Mathieu. « Docteur, enchanté, » dit Bélanger en serrant sa main. « Vous êtes amateur de littérature ?»« Je l'étais, » répondit Mathieu honnêtement. « Il y a longtemps. »« Eh bien, Chloé saura vous reconvertir. Elle a le don pour trouver exactement le livre dont les gens ont besoin, même quand ils ne le savent pas eux-mêmes. » Chloé rougit sous le compliment, rangeant les livres avec soin. Mathieu la regardait évoluer dans cet espace, si différente de la patiente nerveuse de la clinique. Ici, elle était dans son élément, touchant les livres avec tendresse, connaissant exactement où chaque volume devait aller. « Qu'est-ce qui vous plaisait avant ?» demanda-t-elle timidement. « Les romans russes, principalement. Tolstoï, Dostoïevski, les grandes histoires sur la condition humaine. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Attendez ici. » Elle disparut dans les rayonnages et revint avec un livre à la couverture usée. Les âmes mortes de Gogol. Ce n'est pas aussi connu que Crime et Châtiment, mais c'est magnifique. C'est sur un homme qui essaie de se réinventer, de trouver un nouveau sens à sa vie. Leurs doigts se frôlèrent quand il prit le livre,
et Mathieu sentit une étincelle électrique traverser ce contact fugace. « Je le prends », dit-il, sa voix légèrement rauque. Pendant que Chloé enregistrait l'achat, Mathieu observait ses mains délicates, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait, la mèche de cheveux qui tombait sur son front. « Vous prenez votre traitement ?» demanda-t-il, incapable de s'empêcher de glisser dans son rôle de médecin. « Religieusement », répondit-elle avec un petit rire, « et j'essaie de mieux manger. Il y a une épicerie solidaire près de chez moi. Vous aviez raison. » « Bien, c'est bien. » Un silence s'installa, ni inconfortable, ni purement professionnel. Quelque chose de nouveau, de fragile. « Il y a un café juste à côté, » dit Chloé soudainement, surprise par sa propre audace. « Si vous avez le temps, ils font un excellent chocolat chaud. » Mathieu devrait refuser. Chaque parcelle de sa formation médicale, chaque règle déontologique, criait qu'il devait refuser. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il à la place. Et ainsi, sous le ciel de novembre qui commençait à s'assombrir, un médecin millionnaire et une bibliothécaire timide s'assirent dans un petit café du Marais, buvant du chocolat chaud et parlant de livres, de Paris, de tout et de rien. Ni l'un ni l'autre ne mentionnèrent l'évidence. Quelque chose était en train de naître entre eux, quelque chose qui défiait toute logique, toute prudence, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un début. Les jours suivants s'écoulèrent dans une sorte de brume dorée pour Chloé. Elle se surprenait à sourire en rangeant les livres, à repenser à chaque détail de leur conversation au café, la façon dont Mathieu avait ri quand elle avait comparé Balzac à un gossip blogueur du XIXe siècle, comment ses yeux s'étaient adoucis quand il avait parlé de sa femme décédée, admettant pour la première fois à voix haute qu'il avait cessé de vivre après sa mort. Mais le bonheur était toujours accompagné de doutes chez Chloé. Le soir, dans son studio exigu de Belleville, elle se posait 1000 questions. Que faisait un homme comme lui avec une femme comme elle? Un médecin millionnaire qui vivait probablement dans un appartement haussmannien, avec vue sur la Seine, qui portait des montres qui coûtaient plus que son salaire annuel. « Tu te fais des idées », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir écaillé de la salle de bain. C'était juste du café. Il était poli. C'est tout. Mais son cœur refusait de croire à cette logique. De son côté, Mathieu traversait sa propre tempête intérieure. Dans son appartement du 16e arrondissement, effectivement haussmannien, effectivement avec vue sur la Seine, il se tenait devant les lettres d'Amélie étalées sur son bureau en noyer massif. « Que suis-je en train de faire ?» se demanda-t-il à voix haute, un verre de whisky à la main. Il avait consulté le code de déontologie médicale, relu les articles sur les relations médecin-patient. Techniquement, Chloé n'était plus vraiment sa patiente. Son traitement était simple, ne nécessitait aucun suivi complexe. Il pourrait lui suggérer de consulter un autre médecin pour les futures consultations. Mais était-ce ce qu'il voulait vraiment? Le téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. Son associé, le docteur Bernard Mercier, l'invitait à dîner le samedi suivant avec d'autres confrères. « Tu as besoin de sortir, Mathieu. Tu t'enterres dans cette clinique. » Amélie n'aurait pas voulu ça. Mathieu accepta, plus pour faire taire son ami que par réel désir de socialiser. Le samedi arriva avec un ciel dégagé inhabituel pour décembre. Mathieu se rendit au restaurant gastronomique près des Champs-Élysées, un établissement 3 étoiles, où les serveurs glissaient silencieusement entre les tables drapées de blanc immaculé. Le dîner fut exactement ce qu'il redoutait. Des conversations sur les investissements immobiliers, les dernières tendances médicales, les potins du milieu médical parisien. Une femme élégante, chirurgienne esthétique, flirtait ouvertement avec lui, mais Mathieu se sentait déconnecté, comme s'il observait la scène à travers une vitre. Il pensait à Chloé, à son rire timide, à la façon dont ses yeux s'illuminaient en parlant de poésie, à ce petit café du Marais où le chocolat chaud coûtait 3,50 € et où il s'était senti plus vivant qu'ici, entouré de luxe et d'excellence. « Mathieu, tu nous écoutes ?» La voix de Bernard le ramena à la table. « Pardon, j'étais distrait. Nous parlions de la conférence à Lyon le mois prochain. Tu viens ?» Mathieu secoua la tête. Pour la première fois depuis des années, l'idée de participer à une conférence médicale prestigieuse ne l'intéressait pas. Il y avait autre chose qu'il voulait faire, quelqu'un qu'il voulait voir. Le lundi suivant, Paris se réveilla sous un déluge, une de ces pluies d'hiver glaciales qui transforment la ville en un labyrinthe de parapluies et de flaques. Chloé quitta la librairie à 18 h, épuisée après une journée chargée, une livraison entière à inventorier, des clients difficiles, et M. Bélanger qui annonçait des difficultés financières, laissant planer la menace d'une fermeture.
Elle marchait tête baissée contre le vent, son parapluie bon marché déjà retourné, quand une voiture s'arrêta à sa hauteur. Une Mercedes noire aux lignes élégantes. La vitre se baissa, révélant Mathieu au volant. « Chloé, montez, vous allez attraper la mort. » Elle hésita une fraction de seconde avant de se glisser dans l'habitacle luxueux qui sentait le cuir et un parfum masculin subtil. « Merci. Vous passez par hasard ?» Mathieu démarra, les essuie-glaces battant frénétiquement contre le déluge. « Pas exactement. J'espérais vous voir. » Le cœur de Chloé fit un bond dans sa poitrine. Les lumières de Paris défilaient dans un flou artistique à travers le pare-brise ruisselant. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « Belleville, rue Denoyer. Mais vous n'êtes pas obligé, je peux prendre le métro. » « Chloé. » Sa voix était douce, mais ferme. « Laissez-moi vous ramener. » Le trajet vers Belleville fut silencieux, mais pas inconfortable. Chloé observait discrètement son profil, la mâchoire carrée, les mains fermes sur le volant, la concentration dans ses yeux gris. Comment était-ce possible qu'un homme pareil s'intéresse à elle? Quand ils arrivèrent rue de Noyer, célèbre pour ses murs couverts de street art coloré, Mathieu contempla le quartier avec curiosité, si différent de son 16e arrondissement policé. « Vous voulez monter prendre un thé ?» proposa Chloé, surprise par son propre courage. « Pour vous remercier. » Mathieu savait qu'il devrait refuser. Chaque règle, chaque barrière qu'il s'était imposée, criait qu'il devrait refuser. « Oui, » dit-il simplement. L'immeuble n'avait pas d'ascenseur. Ils montèrent les 5 étages en silence, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier étroite. Chloé ouvrit la porte de son studio avec une appréhension visible. « C'est petit, » s'excusa-t-elle. « Et pas très... Enfin, ce n'est pas... »« C'est vous, » l'interrompit Mathieu en entrant. Et c'était vrai. Le petit espace était organisé avec soin. Des étagères improvisées croulant sous les livres, des plantes vertes sur le rebord de la fenêtre, un plaid coloré sur le lit étroit, quelques reproductions d'œuvres impressionnistes au mur. C'était modeste, mais chaleureux, vivant. Pendant que Chloé préparait le thé dans le coin cuisine minuscule, Mathieu examina les livres. Poésie, classiques français, quelques romans contemporains. Sur une petite table, un carnet ouvert révélait une écriture soignée. Elle écrivait elle-même. « Vous écrivez ?» Chloé rougit violemment, posant précipitamment les tasses sur la table basse. « Ce n'est rien. Juste des pensées, des petites histoires. Puis-je » Elle hocha timidement la tête. Mathieu lut quelques lignes et fut frappé par la sensibilité, la mélancolie poétique qui s'en dégageait. Des histoires de solitude, de rêve, de Paris vus à travers les yeux de ceux qui vivent dans ses marges. « C'est magnifique », dit-il sincèrement. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. La pluie martelait la fenêtre. Quelque part dans l'immeuble, quelqu'un jouait du piano. « Mathieu », commença Chloé utilisant son prénom pour la première fois, « pourquoi êtes-vous venu me chercher ce soir ?» Il posa le carnet, se tourna vers elle. Dans cet espace exigu, ils étaient si proches qu'il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux noisettes. « Parce que je ne peux pas arrêter de penser à vous, » admit-il, sa voix à peine audible. « Depuis ce premier examen, depuis que j'ai vu cette marque. Non, c'est plus que ça. Depuis que je vous ai vraiment vu, vous. Et je sais que c'est inapproprié, que je suis votre médecin, que nous vivons dans des mondes différents. Mais... » souffla-t-elle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Mais ma femme, avant de mourir, m'a écrit une lettre. Elle parlait d'une femme avec une étoile sur la peau, celle qui m'aiderait à revivre. Je pensais que c'était les délires de la maladie. Et puis je vous ai rencontré. » Chloé porta sa main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Vous croyez au destin ?» demanda-t-elle. « Je suis médecin. Je crois en la science, en la logique. » Il fit une pause, ses yeux plongeant dans les siens. « Mais pour vous, je veux bien croire en autre chose. » La distance entre eux disparut. Mathieu prit doucement son visage entre ses mains, essuyant une larme qui roulait sur sa joue. « Puis-je » murmura-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Leur premier baiser fut doux, hésitant, chargé de toute la solitude accumulée pendant des années. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris, mais dans ce petit studio de Belleville, quelque chose de nouveau naissait, fragile, inattendu, mais terriblement réel. Les semaines qui suivirent furent à la fois les plus heureuses et les plus difficiles que Mathieu et Chloé aient jamais vécues. Leur relation se développait dans un équilibre précaire entre le désir de se voir et la conscience des obstacles qui se dressaient devant eux. Mathieu avait officiellement transféré le suivi médical de Chloé à un autre médecin de la clinique,
respectant ainsi les règles déontologiques qui interdisaient formellement toute relation intime entre médecin et patient. Le Conseil de l'ordre était clair sur ce point. La relation thérapeutique créait une asymétrie, une vulnérabilité que le médecin ne devait jamais exploiter. Mais même avec cette précaution, les rumeurs commençaient à circuler dans les couloirs de la clinique Laverne. « On m'a dit que tu fréquentais quelqu'un », lança Bernard Mercier un mercredi matin, alors qu'il révisait des dossiers entre deux interventions. « Une patiente, apparemment ?» Mathieu sentit ses mâchoires se crisper. « Elle n'est plus ma patiente, et ma vie privée ne regarde que moi. Mathieu, je dis ça en ami. Tu sais comment le milieu médical peut être impitoyable. Si l'ordre apprend que tu as débuté une relation avec une ancienne patiente, j'ai respecté toutes les règles, coupa Mathieu sèchement. Je l'ai transféré dès que j'ai réalisé mes sentiments. » Bernard leva les mains en signe d'apaisement. « Je ne juge pas, mais fais attention, pour elle aussi. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Mathieu toute la journée. Faisait-il courir un risque à Chloé? Sa carrière, sa réputation, tout pouvait être menacé par une simple rumeur. De son côté, Chloé faisait face à ses propres démons. Les regards dans la rue quand elle marchait au bras de Mathieu, ce mélange de curiosité et de jugement. Les questions de Mathilde à la librairie. « Tu es sûre de ce que tu fais, Chloé? Un homme comme lui, avec ta différence d'âge, de statut social? Je l'aime, » avait répondu Chloé simplement, mais le doute s'était planté comme une écharde dans son cœur. Un soir de janvier, alors qu'il dînait dans un petit restaurant de Belleville, Mathieu avait insisté pour découvrir le quartier de Chloé plutôt que de l'emmener dans les établissements luxueux qu'il fréquentait habituellement. Elle osa enfin exprimer ses craintes. « Mathieu, tu ne te lasses pas? De mes vêtements bon marché, de mon studio minuscule, de ma vie si ordinaire ?» Il posa sa fourchette, son regard gris plongeant dans le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Chloé, écoute-moi bien. J'ai vécu 5 ans dans un appartement magnifique entouré de luxe et j'étais mort à l'intérieur. Depuis que je te connais, je me sens vivant. Tu crois vraiment que la taille de ton appartement ou le prix de tes vêtements ont la moindre importance ?» Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « Mais ton monde, tes amis, ta clinique, je ne suis pas à ma place là-dedans. »« Alors nous créerons notre propre monde, » répondit Mathieu en prenant sa main par-dessus la table. « Un monde où ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, pas ce que les autres pensent. » C'était une belle promesse, mais la réalité se révéla plus complexe. Le mois suivant, Mathieu dut assister à un gala médical de charité, un événement annuel où tout le gratin médical parisien se retrouvait. Il invita Chloé, voulant l'intégrer à sa vie, mais dès qu'ils franchirent les portes du palais Garnier transformé pour l'occasion, elle se sentit terriblement déplacée. Les femmes portèrent des robes de créateurs, des bijoux qui scintillaient sous les lustres. Chloé avait fait de son mieux avec une robe vintage chinée aux puces de Saint-Ouen, mais elle se sentait comme une enfant déguisée parmi des reines. Les conversations tournaient autour de sujets qu'elle ne maîtrisait pas. Investissement, propriété en Provence, dernières avancées médicales. Quand quelqu'un lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie et qu'elle répondait bibliothécaire, elle voyait l'intérêt s'éteindre instantanément dans leurs yeux. Mathieu fit de son mieux pour rester à ses côtés, mais il était constamment sollicité. Chloé le regardait évoluer avec aisance dans ce monde et se demandait si elle n'était pas en train de l'entraîner vers le bas. À un moment, elle s'échappa vers le balcon, respirant l'air froid de février. Paris s'étalait devant elle, magnifique et indifférent. « Vous êtes la compagne du docteur Laverne. » Chloé se retourna. Une femme d'une 40aine d'années, élégante en robe noire, la regardait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, c'est surprenant. Mathieu est habituellement si sélectif, mais peut-être est-ce exactement ce dont il avait besoin après Amélie. Quelque chose de simple. » Le mot résonna comme une gifle. Simple, ordinaire, pas à sa hauteur. « Excusez-moi, » murmura Chloé, les larmes menaçant de déborder. Elle descendit rapidement les escaliers, ignorant les appels de Mathieu qui l'avait vue partir. Elle marcha dans les rues froides de Paris, ses talons empruntés lui faisant mal, jusqu'à ce que Mathieu la rattrape près de l'opéra hors d'haleine. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne peux pas faire ça, Mathieu, » sanglota-elle. « Je ne peux pas être cette personne qui t'accompagne dans ton monde et qui se sent inférieure à chaque seconde. Je ne peux pas être celle qui te tire vers le bas. » « Me tirer vers le bas ?» La voix de Mathieu monta, mélange de colère et de frustration. « Tu me sauves, Chloé. Tu ne comprends pas? Ces gens, ce monde, ce n'est pas ce qui m'importe. C'est toi, seulement toi. »« Mais pour combien de temps ?» cria-t-elle, toute sa peur déversée d'un coup.
Combien de temps avant que tu ne réalises que tu as fait une erreur, que tu mérites quelqu'un de ton niveau, pas une bibliothécaire pauvre qui ne sait même pas quelle fourchette utiliser dans un dîner de gala? Mathieu l'a pris par les épaules, la forçant à le regarder. Je vais te dire ce que je mérite. Je mérite quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un qui voit la beauté dans un livre usé et un chat de gouttière, quelqu'un qui m'a appris à revivre. C'est toi, Chloé. Seulement toi. Elle pleurait maintenant, toutes ses défenses s'effondrant. J'ai peur, Mathieu. J'ai si peur de te perdre. Alors ne me perds pas, murmura-t-il, l'attirant contre lui. Batte-toi avec moi. Pour nous. Dans les rues de Paris, sous les lumières de l'opéra, ils s'embrassèrent comme si c'était la première et la dernière fois, conscients que leur amour devrait affronter bien plus que leurs propres doutes. Mars arriva avec ses premiers signes de printemps. Les bourgeons apparaissaient sur les arbres de Paris et quelque chose de nouveau fleurissait aussi dans la vie de Mathieu et Chloé. Après la soirée désastreuse du gala, ils avaient eu une longue conversation. Mathieu avait pris une décision qui surprit tout son entourage. Il réduisait ses heures à la clinique, déléguait davantage. Et surtout, il cessait de fréquenter les événements mondains qui ne lui apportaient rien. « La vie est trop courte », avait-il expliqué à Bernard qui le regardait comme s'il avait perdu la raison. « Amélie me l'a enseigné en mourant. Chloé me l'enseigne en vivant. » De son côté, Chloé avait commencé à accepter que l'amour ne signifiait pas devenir quelqu'un d'autre. Mathieu ne voulait pas qu'elle change. Il l'aimait exactement telle qu'elle était, timide, passionnée de livres, vivant modestement mais richement. Un samedi matin ensoleillé, Mathieu arriva au studio de Chloé avec une proposition. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Ils prirent la Mercedes et traversèrent Paris vers le nord, jusqu'à un quartier que Chloé connaissait peu, le 19e arrondissement, près du canal de l'Ours-Quai. Mathieu s'arrêta devant un bâtiment ancien récemment rénové, mélange charmant de briques rouges et de grandes fenêtres industrielles. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Chloé, intriguée. « Viens voir. » Ils montèrent au 3e étage. Mathieu ouvrit une porte avec une clé, révélant un grand espace lumineux. Un appartement avec des poutres apparentes, des fenêtres donnant sur le canal et suffisamment de place pour accueillir une vie entière de livres. « Mathieu, qu'est-ce que... » « C'est entre ton monde et le mien, » expliqua-t-il doucement. « Ni Belleville, ni le 16e, un endroit à nous. Je ne te demande pas d'abandonner ton studio si tu n'es pas prête. Mais je voulais que tu vois qu'il existe des possibilités, des compromis, des endroits où nous pouvons construire quelque chose ensemble. » Chloé se promena dans l'espace vide, imaginant déjà les étagères de livres, un coin bureau où elle pourrait écrire, une cuisine où ils prépareraient ensemble des repas simples. « Tu ferais vraiment ça ? Quitter ton appartement luxueux pour... ici, Chloé ?» Mathieu s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains. Un appartement n'est que des murs. Un foyer, c'est là où se trouve la personne qu'on aime. Elle l'embrassa versant des larmes de joie cette fois. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Ils emménagèrent progressivement, mélangeant les livres précieux de Chloé avec les éditions rares que Mathieu avait accumulées au fil des ans. Les meubles modernes côtoyaient les trouvailles vintage. Le chat de la librairie, que M. Bélanger leur avait confié en plaisantant, se prélassait sur le rebord de la fenêtre. La librairie elle-même connut un revirement de fortune. Mathieu, discrètement, avait proposé un investissement à Bélanger, non par charité, mais parce qu'il croyait sincèrement en la valeur